Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va partir ensemble pour quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vous raconte aujourd'hui 3 traits d'horreur où les histoires de gens comme vous et moi prennent une tournure glaçante. Imaginez un appartement où les locataires disparaissent mystérieusement, un chalet isolé en pleine montagne qui cache des secrets inquiétants et une vieille maison de famille qui semble habitée. Je vous garantis, ces histoires vont vous faire frissonner. Alors, installez-vous bien. C'est parti pour la première histoire. Le mystère du locataire disparu. Il y a 3 ans, Arnaud était à l'apogée de sa carrière. Après des années de dur labeur, il avait enfin réussi à atteindre une situation financière plus que confortable. Avec son salaire, il avait investi dans plusieurs appartements qu'il louait pour arrondir ses fins de mois. Tout fonctionnait à merveille et il était fier de ses biens immobiliers. Son travail lui prenait du temps, mais il veillait toujours à être attentif aux besoins de ses locataires. Rien d'inhabituel jusque-là, jusqu'à cette fameuse rencontre avec un locataire qui allait changer sa vie à jamais. C'était un samedi matin d'octobre. Arnaud avait rendez-vous avec un certain Marc qui venait de louer un de ses appartements à Paris pour une durée indéterminée. Marc, la quarantaine, avait l'air tout à fait ordinaire lors de leur première rencontre. Un homme plutôt réservé qui semblait professionnel et bien organisé. Après un rapide tour de l'appartement, Arnaud lui remit les clés, vérifia les derniers détails et lui souhaita un bon séjour. La première semaine se déroula sans encombre. Pas de nouvelles de Marc, ce qui pour Arnaud signifiait que tout allait bien, n'est-ce pas ? Mais au bout de 2 semaines, il décida de lui envoyer un message pour savoir si tout se passait comme prévu. Pas de réponse. Arnaud se dit que ce n'était probablement rien, peut-être un locataire un peu introverti ou tout simplement occupé. 3 semaines plus tard, Arnaud envoya un autre message pour s'assurer que tout allait bien, mais encore une fois, silence radio. Cette absence de réponse commençait à le préoccuper. Pourtant, il se rassura en se disant que Marc profiterait sûrement de l'appartement en toute tranquillité et qu'il ne voulait simplement pas être dérangé. 1 mois s'était écoulé et Arnaud décida de passer voir l'appartement. Peut-être que Marc était simplement parti sans prévenir, ce qui arrivait parfois avec certains locataires. Mais quand il arriva sur place, il fut surpris de trouver l'appartement totalement vide. Aucune trace de Marc, pas une affaire, rien. Tout semblait en ordre, mis à part un petit détail. Les clés de l'appartement étaient posées sur la table du salon, comme si Marc avait quitté les lieux en toute hâte. Inquiet, Arnaud tenta d'appeler Marc à plusieurs reprises, mais aucune réponse. L'homme semblait s'être évaporé. Il fouilla l'appartement de fond en comble, cherchant un indice qui pourrait lui expliquer ce qui s'était passé. À part le fait que l'appartement était impeccablement propre, rien ne semblait anormal. Pourtant, Arnaud ne pouvait se défaire d'un sentiment étrange, comme si quelque chose lui échappait. Les jours passèrent, et l'absence de nouvelles de Marc devint de plus en plus troublante. Arnaud tenta de le contacter via les informations fournies lors de la réservation. Mais tout était en règle, aucun signe d'une quelconque anomalie. Marc semblait être un homme au-dessus de tout soupçon. Pourtant, quelque chose clochait. Quelques semaines plus tard, un fait inhabituel survint. En nettoyant l'appartement en vue de le relouer, Arnaud découvrit dans un placard une vieille enveloppe scotchée derrière une étagère. Elle était adressée à quelqu'un d'autre. Intrigué, il ouvrit et y trouva un simple mot griffonné à la hâte. « Je suis désolé, je n'ai pas eu le choix. » Ce message énigmatique fit naître un profond malaise chez Arnaud. Était-ce de Marc ? Pourquoi aurait-il laissé un tel mot ? Que voulait-il dire par « pas eu le choix » ? 1000 questions se bousculaient dans sa tête, sans qu'aucune réponse ne vienne. Arnaud décida alors de se rendre à la police pour signaler la disparition de Marc. Cependant, après plusieurs semaines d'enquête, aucune piste sérieuse ne peut être suivie. L'homme semblait avoir disparu sans laisser de traces. Aucun proche ne l'avait déclaré disparu et aucune anomalie dans ses comptes ou son comportement ne permettait de comprendre ce qui s'était passé. Les mois passèrent et Arnaud ne put jamais se défaire de cette histoire. De temps en temps, il repensait à ce mot étrange, à cette disparition inexpliquée. Il se demandait si Marc avait fui quelque chose, ou pire, quelqu'un. Peut-être que cet homme avait eu des ennuis, peut-être qu'il avait fait des choix qu'il regrettait amèrement. Aujourd'hui encore, quand Arnaud raconte cette histoire à ses amis, il ne peut s'empêcher de ressentir un léger frisson.
ce locataire disparu, cet homme sans histoire qui semblait si ordinaire, avait emporté avec lui un mystère qui ne serait jamais résolu. Chaque fois qu'il met cet appartement en location, Arnaud ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à cet endroit où l'enveloppe avait été trouvée, se demandant ce qui aurait bien pu pousser un homme à s'effacer de la sorte. La maison au bout du chemin. Antoine avait 34 ans, une vie bien rangée, un emploi stable dans une société de marketing et un petit appartement cosy en plein centre de Nantes. Tout allait pour le mieux dans sa vie, jusqu'à ce qu'il hérite d'une maison, une vieille bâtisse familiale que ses parents avaient laissée à l'abandon depuis des décennies. Cette maison, située dans un petit village isolé de la campagne bretonne, avait appartenu à ses grands-parents. Elle n'était pas grande, mais elle se dressait fièrement au bout d'un chemin de terre, entouré par des champs déserts. Antoine n'avait jamais réellement prêté attention à cette maison lorsqu'il était enfant. Ses parents en parlaient rarement et il ne se souvenait même pas d'y avoir mis les pieds. Mais après la mort de sa mère, il avait hérité de la propriété, avec l'intention initiale de la vendre. Pourtant, quelque chose dans cette idée le gênait. C'était un bout de son histoire, de ses racines, et il se dit qu'avant de prendre une décision hâtive, il devait la visiter. Un samedi d'automne, Antoine prit sa voiture et se dirigea vers le village. Le trajet lui parut interminable. Les routes se faisaient de plus en plus étroites et sinueuses à mesure qu'il s'éloignait de la ville. Lorsqu'il arriva enfin, le village était presque désert, à peine quelques maisons, une petite église et un café fermés pour l'hiver. L'endroit semblait figé dans le temps. La maison se trouvait à l'extrémité du village, au bout d'un chemin bordé d'arbres tordus par le vent. Lorsqu'Antoine gara sa voiture devant la maison, il sentit une étrange sensation. Quelque chose dans l'air était lourd, presque oppressant. La maison elle-même, bien que en bon état pour son âge, avait l'air figée, comme si elle attendait quelque chose depuis des années. Les fenêtres étaient couvertes de poussière et le jardin en friche laissait entendre le grincement des branches mortes sous le vent. Antoine s'approcha de la porte et après avoir fouillé dans ses poches, il trouva la vieille clé rouillée que sa mère lui avait laissée. La porte s'ouvrit avec un grincement sinistre, comme si elle n'avait pas été poussée depuis des années. L'intérieur était sombre, les rideaux fermés et l'odeur de renfermé était partout. Il fit un tour rapide de la maison, un salon modeste, petite cuisine avec des meubles anciens et 2 chambres à l'étage. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière. La première impression d'Antoine fut que la maison était simplement vieille, usée par le temps, mais rien de particulièrement inquiétant. Pourtant, à mesure qu'il l'explorait, une sensation persistante d'inconfort grandissait en lui. Il n'y avait pas de bruit, pas même celui des oiseaux dehors. Un silence pesant, presque surnaturel. En montant à l'étage, il tomba sur une chambre qu'il devina être celle de ses grands-parents. Les meubles étaient encore là, les draps jaunis par le temps sur le lit, mais ce qui l'étonna le plus, ce fut une petite porte au fond de la pièce, à moitié cachée par une armoire. Il n'avait aucun souvenir de cette porte, ni même que ses parents en aient jamais parlé. Elle menait visiblement à un grenier. Poussé par la curiosité, il ouvrit la porte avec difficulté. Une petite échelle en bois montait vers le plafond. Il hésita un moment, mais sa curiosité l'emporta. Il grimpa prudemment, éclairant le grenier à l'aide de la lampe torche de son téléphone. Le grenier était encombré de vieilles caisses, de meubles poussiéreux et d'objets hétéroclites. Mais ce qui attira son attention, c'était une vieille malle en bois, posée au centre de la pièce, comme si elle attendait qu'on l'ouvre. Antoine s'approcha et, malgré une certaine appréhension, souleva le couvercle. À l'intérieur, il trouva des vêtements d'époque, des albums photos et des documents anciens. Rien de particulièrement intéressant, jusqu'à ce qu'il tombe sur un carnet à la couverture de cuir usé, couvert de poussière. En l'ouvrant, il réalisa qu'il s'agissait d'un journal intime écrit par son grand-père. Au début, les premières pages étaient ordinaires, des récits de la vie quotidienne, des réflexions sur le travail et la famille, mais plus il avançait dans la lecture, plus les écrits devenaient étranges. Son grand-père parlait de bruit la nuit, de murmures dans les murs. Il évoquait des rêves étranges où il voyait des silhouettes dans la maison, des ombres qui le suivaient où qu'il aille. Il parlait même de la sensation d'être observé constamment. Antoine sentit un frisson parcourir son dos. Il renferma le carnet, mal à l'aise. C'était sûrement le fruit de l'imagination d'un vieil homme, se dit-il. Pourtant,
pu s'empêcher de se sentir observé à son tour. Il redescendit rapidement et décida de quitter la maison pour se dégourdir l'esprit. Il ferma la porte derrière lui et se dirigea vers la voiture. Mais alors qu'il tournait la clé dans le contact, un mouvement attira son attention dans le rétroviseur. Quelqu'un était à la fenêtre du premier étage. Son cœur s'arrêta. Il fixa la fenêtre mais il n'y avait plus rien. Se disant qu'il avait dû halluciner, il prit une grande inspiration et démarra. Mais sur le chemin du retour, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu. Cette silhouette à la fenêtre, était-ce réel ? Les semaines suivantes, Antoine fit tout pour oublier cet épisode. Il parla même à des agents immobiliers pour vendre la maison, mais à chaque fois qu'il mentionnait l'adresse, il sentait un certain malaise chez ses interlocuteurs. Personne ne semblait vouloir traiter avec cette propriété. Un jour, un agent lui confia que plusieurs familles s'étaient plaintes de l'atmosphère étrange dans cette maison, certains parlant même de bruits inexplicables la nuit. Antoine, rationnel de nature, décida de revenir sur place pour en avoir le cœur net. Il n'avait pas l'intention de croire à des histoires de fantômes, mais il voulait comprendre ce qui se passait réellement. Il retourna donc un dimanche après-midi à la maison, bien décidé à affronter ses peurs. À son arrivée, tout semblait normal, la maison était toujours vide, silencieuse. Mais alors qu'il montait à l'étage, il entendit un bruit sourd venant du grenier, comme un objet qui tombe. Son sang se glaça. Il prit une grande inspiration, ouvrit la petite porte et monta à nouveau l'échelle. Le grenier était exactement comme il l'avait laissé, mais cette fois, la malle était ouverte et sur le sol, le carnet de son grand-père, ouvert à une page bien précise. Antoine s'approcha, tremblant, et lut les mots écrits avec une encre tremblante. « Je sais que tu es là. » Antoine recula rapidement, la peur grandissant en lui. Il se tourna pour descendre du grenier, mais une silhouette se tenait à l'entrée, immobile. Une ombre indistincte. Il cligna des yeux et elle disparut. Il quitta la maison en courant, jurant de ne jamais y revenir. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il se sentit épié, comme si quelque chose l'avait suivi. Il tenta de dormir, mais à chaque bruit, il se réveillait en sursaut, persuadé que quelque chose se cachait dans l'obscurité. Aujourd'hui, la maison est toujours à vendre. Antoine refuse d'y retourner et personne ne semble vouloir l'acheter. Pourtant, ceux qui passent près du village affirment souvent voir des lumières s'allumer dans les fenêtres, comme si la maison n'était jamais réellement vide. Si vous trouvez cette histoire effrayante, ce que vous allez voir maintenant est encore plus troublant. Et d'ailleurs, si cette vidéo atteint 2000 likes, je vous prépare une nouvelle histoire encore plus flippante. À vous de jouer. Le chalet de l'oubli. Marie avait 28 ans, elle menait une vie tranquille, une routine bien établie à Paris. Travail, amis, sorties, pépère, rien d'extraordinaire, mais cela lui convenait. Cependant, après plusieurs années de métro, boulot, dodo, elle ressentit un besoin de changement. Un week-end en pleine nature, loin de la ville, serait parfait pour se ressourcer. C'est ainsi qu'elle trouva sur un site de location un petit chalet isolé dans les montagnes des Alpes, idéal pour une escapade solitaire. Le chalet semblait charmant, rustique et offrait une vue magnifique sur la forêt environnante. L'annonce promettait un endroit paisible, propice à la détente, ce qui correspondait exactement à ce qu'elle cherchait. Après une courte réservation en ligne, elle boucla ses affaires et prit la route le week-end suivant, impatiente de s'échapper du tumulte parisien. Le trajet en voiture fut agréable. La route serpentant à travers des paysages montagneux de plus en plus sauvages. Plus elle s'éloignait de la civilisation, plus elle se sentait détendue. C'était ce qu'il lui fallait, du calme, de la solitude. Enfin arrivée au chalet, elle descendit de la voiture, inspira profondément l'air frais et se laissa envahir par le silence apaisant de la nature. Il n'y avait aucun autre chalet à proximité, seulement la forêt dense qui l'entourait. Le chalet en lui-même était tel qu'elle l'imaginait, modeste mais confortable, une petite cuisine, un salon avec une grande cheminée, une chambre à l'étage et un petit balcon offrant une vue sur la vallée. Le propriétaire qu'elle n'avait pas rencontré avait laissé les clés sous un pot de fleurs, comme convenu. Marie s'installa rapidement, puis décida de se préparer un petit café et de lire un peu avant la tombée de la nuit. Le premier soir fut paisible. Le crépitement du feu dans la cheminée, le vent léger qui soufflait entre les arbres,
Tout contribuait à cette ambiance de sérénité qu'elle était venue chercher. Mais au moment de se coucher, Marie remarqua quelque chose d'étrange. La porte de la chambre qu'elle avait laissée entr'ouverte était maintenant fermée. Pensant avoir oublié qu'elle l'avait fermée elle-même, elle n'y prêta pas attention. Le lendemain, elle se leva tôt et décida de partir en randonnée pour explorer les environs. Les sentiers autour du chalet étaient calmes et elle n'aperçut personne d'autre, renforçant cette sensation d'isolement total. Après plusieurs heures de marche, elle rentra fatiguée mais satisfaite. Elle se sentait revigorée. De retour au chalet, elle prit une douche chaude et s'installa à nouveau près de la cheminée avec un livre. C'est alors que les premières sensations étranges commencèrent à apparaître. Alors qu'elle était profondément absorbée dans sa lecture, elle eut l'impression que quelqu'un l'observait. Elle releva les yeux plusieurs fois, jetant des coups d'œil autour d'elle, mais il n'y avait personne. Le silence était total. Elle se sentit stupide d'avoir imaginé une telle chose, mais une légère angoisse commença à s'installer. Le sentiment d'être observée était tenace, presque tangible. La nuit venue, elle monta se coucher plus tôt que la veille, espérant chasser cette sensation bizarre. Mais à peine était-elle dans son lit que des bruits légers se firent entendre. D'abord, elle crut que c'était le bois du chalet qui craquait sous l'effet du froid, comme dans toute vieille maison. Mais ces bruits étaient réguliers, comme des pas, légers mais distincts. Elle se redressa, tendant l'oreille. Rien, juste le silence. Elle tenta de se convaincre que c'était son imagination. La fatigue de la randonnée, combinée à l'isolement, devait probablement jouer avec ses nerfs, n'est-ce pas? Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvint pas à se rendormir facilement. Le lendemain, Marie se réveilla avec un sentiment de malaise. Elle passa la journée à essayer de se détendre. Mais quelque chose dans l'air du chalet semble avoir changé. La paix qu'elle avait ressentie en arrivant avait fait place à une tension invisible. L'après-midi, en voulant ouvrir une fenêtre dans la cuisine, elle remarqua une empreinte de main sur la vitre. Une petite empreinte, comme celle d'un enfant. Pourtant, elle était seule. Son cœur s'emballa. Elle examina de plus près, mais l'empreinte était bien là. Elle chercha dans toute la maison des traces d'une présence, mais rien d'autre ne semblait déplacé. Elle retourna dans la chambre et là, un autre détail la fit frissonner. Sur le miroir de la salle de bain, une phrase avait été écrite avec de la buée. « Tu n'es pas seule ». Elle recula choquée. Elle n'avait pris aucune douche qui aurait pu créer de la buée et cette phrase qu'il avait écrite. Paniquée, elle prit son téléphone pour appeler quelqu'un mais il n'y avait pas de réseau. Ce chalet était trop isolé. Elle hésita un instant puis décida de partir immédiatement. Peu importait que ce ne soit qu'une mauvaise plaisanterie ou autre chose, elle ne voulait plus rester là. En rassemblant précipitamment ses affaires, un bruit sourd retentit à l'étage. Cette fois, c'était clair, elle n'était pas seule dans cette maison. Le souffle court, elle courut vers la porte d'entrée, mais avant même qu'elle ne puisse l'ouvrir, elle entendit des pas rapides dévaler l'escalier derrière elle. Le cœur battant à tout rompre, elle se retourna. Mais il n'y avait personne, rien, seuls les bruits de pas qui s'étaient soudainement arrêtés. Marie ouvre la porte et se précipite vers sa voiture. Elle démarra en trombe, laissant le chalet derrière elle, sans jamais oser se retourner. Ce n'est qu'à plusieurs kilomètres de là qu'elle s'arrêta, les mains tremblantes sur le volant. Que s'était-il passé? Est-elle devenue folle ou bien quelque chose d'autre de plus sinistre avait pris possession de cette maison? De retour à Paris, Marie tenta de reprendre une vie normale, mais cette expérience la hantait. Elle raconta son histoire à quelques amis, mais personne ne la prit vraiment au sérieux. Une simple histoire de peur, disait-il, amplifiée par l'isolement. Mais quelques mois plus tard, elle apprit que le chalet avait été retiré du site de location. Le propriétaire, un vieil homme du village, avait mystérieusement disparu, laissant le chalet à l'abandon. Personne ne savait ce qui s'est passé, mais les rumeurs allaient bon train parmi les villageois. Certains parlaient de malédictions anciennes, d'autres évoquaient des événements étranges survenus dans le passé. Marie, quant à elle, n'a jamais su ce qui était réel et ce qui relevait de son imagination ce week-end-là. Mais une chose est certaine, elle ne retournera jamais dans ce chalet perdu au bout du chemin.
Cet homme va faire face à l'impensable chez lui. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.